Les comportements agressifs chez les aînés qui souffrent de troubles cognitifs, c'est l'un des plus grands défis dans les établissements de soins. Mais et si on changeait complètement notre regard? Et si on voyait ces comportements non pas comme une fatalité, mais plutôt comme un appel, un besoin de comprendre quelque chose? Allez, explorons ensemble comment la compassion peut vraiment transformer notre approche. Pour commencer, un chiffre qui frappe tout de suite. Jusqu'à 60% des résidents atteints de maladies neurodégénératives peuvent présenter des comportements agressifs. Donc on ne parle pas d'un phénomène rare, c'est une réalité quasi quotidienne pour les équipes soignantes. Cette phrase, elle dit tout. Elle capture parfaitement ce que ressentent les soignants. On imagine bien cette détresse, ce qui nous montre à quel point il est urgent de trouver des solutions nouvelles, qui soient à la fois plus humaines et plus efficaces. Alors plongeons d'abord dans cette lutte, qui est souvent silencieuse pour bien en saisir l'ampleur. Pas seulement pour les résidents, mais aussi pour tout le personnel qui est là à leur côté, jour après jour. Et ça, c'est vraiment le point de départ. C'est un changement de perspective qui est crucial. L'idée, ce n'est pas de juger la personne, c'est de comprendre que l'agressivité, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est le symptôme d'une souffrance ou d'un problème qu'il faut aller chercher. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Cette partie va nous éclairer sur ce qui se passe dans le cerveau pour provoquer ces réactions. Comprendre cette mécanique, c'est vraiment la première étape pour pouvoir agir plus justement. Là, on met le doigt sur la cause directe. Les lésions dans certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal, c'est un peu comme si le système de freinage d'une voiture était en panne. L'impulsion est là, mais la capacité à la contrôler, elle, est abîmée. Pareil pour l'amygdale qui, si elle est hyperactive, va amplifier la peur. Ajoutez à ça un manque de sérotonine et vous avez plus d'irritabilité. Ce n'est donc pas une question de volonté. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de la moitié des incidents ont lieu pendant les soins d'hygiène. C'est un moment très intime et ça peut être hyper angoissant. Ça nous montre bien que les déclencheurs sont souvent très concrets, liés à des situations du quotidien, à un inconfort ou à une frustration. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, la grande question c'est comment on fait? Concrètement, ici on va voir des stratégies pratiques, sans médicaments, pour désamorcer les tensions et surtout pour construire de la confiance. Alors, il y a 7 méthodes, simples mais super efficaces. LEAP. Écouter, faire preuve d'empathie, s'excuser et collaborer. Des études ont montré que cette approche en 4 étapes peut faire chuter l'intensité des épisodes agressifs de 60%. C'est énorme. En fait, on transforme une confrontation en une collaboration. Un autre outil clé, c'est la communication non violente qu'on adapte à ce contexte. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est vraiment comment on le dit. Un temps calme, des phrases toutes simples et même des silences pour laisser le temps de respirer. Ça peut tout changer. On peut passer d'une interaction très tendue à un vrai moment de connexion. Mais attention, l'essentiel ne se passe pas toujours dans les mots. Plus des 2/3 du message qu'on envoie passe par notre corps, nos gestes, notre posture. C'est un levier d'action fondamental pour apaiser une situation. Alors, comment on communique le calme avec son corps? Eh bien, il y a des ajustements subtils mais très puissants qui peuvent faire toute la différence. Par exemple, se mettre de profil plutôt que face à face, c'est tout de suite perçu comme moins conflictuel. Ou encore, s'accroupir pour être à la même hauteur qu'une personne assise. Ça crée un sentiment d'égalité et de sécurité. Ok, on a parlé des interactions entre personnes. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons l'environnement lui-même. Comment est-ce qu'on peut aménager les espaces et les routines pour éviter que l'agitation n'apparaisse? Avoir une structure, c'est la base. Un protocole clair comme celui-ci, ça donne un cadre très sécurisant pour les soignants. Fini d'improviser en plein stress. Chacun sait quoi faire selon le niveau d'intensité de la situation. Ça permet une réponse qui est à la fois plus rapide, plus calme et surtout plus juste. Là, on touche à une situation hyper concrète, un vrai casse-tête du quotidien. C'est une des situations les plus difficiles et les plus fréquentes. Qu'est-ce qu'on fait quand un résident refuse catégoriquement un soin qui est pourtant essentiel? La réponse, elle tient en 2 mots, respect et flexibilité. Forcer les choses, c'est presque toujours contre-productif. Il faut savoir entendre le non, essayer de comprendre d'où il vient et puis revenir plus tard, peut-être différemment. Le simple fait de proposer un choix, même un tout petit choix, ça peut redonner un sentiment de contrôle à la personne et débloquer complètement la situation. Pour finir, on va voir comment toutes ces stratégies, mises bout à bout, ne font pas que gérer des crises. Elles construisent une véritable culture du soin, une culture de la bienveillance. Parce que le but final, ce n'est pas juste de gérer en comportement. En appliquant ces techniques, on améliore la qualité de vie de tout le monde. Le résident se sent plus en sécurité, le personnel est moins stressé et les familles sont plus sereines. C'est un vrai cercle vertueux. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les bénéfices sont pour tout le monde. Moins de détresse pour les résidents, c'est l'objectif numéro 1. Mais aussi moins de stress et d'épuisement pour les équipes, ce qui fait baisser le turnover. Et enfin, des familles plus satisfaites qui voient que leurs proches sont traités avec dignité et compétence.
Tout ça peut se résumer en un seul mot, la bientraitance. Ce n'est pas juste l'absence de maltraitance, non. C'est une démarche active, consciente, pour vraiment promouvoir le bien-être de la personne. C'est la philosophie qui relie toutes les techniques qu'on vient de voir. Au final, ces principes de compassion, d'écoute et de compréhension, ils dépassent largement les murs des établissements de soins. Ils sont universels. La question reste ouverte. Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, contribuer à bâtir une société qui prend soin de ses aînés avec plus d'empathie et dignité ?